Salut à tous, c'est Pop Cinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui l'hommage exclusif d'un fils, le journaliste Yves Calvi, à la carrière de son père, le musicien et compositeur Gérard Calvi. Et puis alors en fin d'émission, si vous aimez les grands westerns hollywoodiens, vous devriez vous régaler. Tout cela, c'est dans votre Pop Cinoche, maintenant le numéro 35. Vous l'entendez le matin sur RTL, vous le voyez en début de soirée sur BFM TV, cet homme a un emploi du temps de dingue. Et c'est formidable parce qu'il a réussi à quand même dégager un petit moment pour nous, on est vraiment ravis. Et puis alors, il y a une chose, c'est quand même que d'habitude, c'est lui qui pose les questions. Aujourd'hui, ça va changer un peu. C'est moi qui vais poser les questions, on va tourner une sorte de remake de l'Arroseur arrosé en quelque sorte. Je vais donc poser les questions à Yves Calvi à l'occasion du centenaire de la naissance de son papa, le compositeur et musicien Gérard Calvi. Bonjour Yves. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir. Ah merci, ça va être je pense un plaisir partagé parce que parler de quelqu'un qui vous est aussi cher, logiquement c'est pas une torture. Non. Et je suppose que vous n'êtes pas sans avoir une certaine admiration pour l'œuvre musicale de votre père, non? Ah bah j'ai été baigné là-dedans. Je ne peux pas parler d'admiration. Pour moi, on est dans quelque chose qui est affectif. Oui. Donc c'est de l'amour au sens premier du terme, des souvenirs, des frissons. Mon père au travail, mon père dirigeant des orchestres. Je peux vous dire que pour un enfant, voir son père diriger 80 musiciens, c'est quelque chose de particulier. En tout cas, moi, je le ressentais comme tel. Ouais. Et puis certaines mélodies avec lesquelles je vis depuis toujours, que parfois j'ai vu composer. Et puis j'ai deux images de mon père. J'ai mon père en train de diriger les musiciens. Et c'est quelque chose de sérieux. Et j'ai mon père en train d'écrire de la musique. Et donc, quand vous voyez, si vous voulez, les copies qui s'étalent dans la maison, tout autour du bureau, qui descendent dans l'escalier de la maison, parce qu'il faut les sécher, les copistes. Qui recopie au même moment. Et oui, pas d'informatique à ce moment. Mais voilà, c'est un souvenir tout à fait particulier. Bah d'ailleurs, vous m'apprenez visiblement qu'aujourd'hui, on peut via l'informatique faire cela. Moi, la dernière fois que j'ai vu un homme composer de la musique, c'était mon père, et ça se faisait à la main. Eh oui, bien sûr. Alors, il y a deux événements, deux anniversaires. D'abord, presque 8 ans jour pour jour, votre père disparaissait. C'était le 20 février 2015. Et puis l'année 2022 correspondait, je le disais tout à l'heure, au centenaire de sa naissance. C'est assez formidable d'avoir pu profiter de lui longtemps, parce qu'il est mort un petit peu âgé. Donc, il y a vraiment eu une relation père-fils autour de l'art assez longue. Autour de l'art, oui, en sachant que moi j'ai pris une décision qui est très importante, qui a été de ne pas être un artiste. Vous savez, la famille des Branquignols, dont il est un des membres, a notamment popularisé un terme terrible dans notre métier, qui est le mot ringard. Alors, ringard, c'est quelqu'un qui pense être bon et qui ne l'est pas. Je vais très vite, en tout cas, c'est ma définition. Mais je pense qu'une des décisions les plus importantes que j'ai prises dans ma vie, c'était de ne pas devenir un artiste, alors que j'étais tenté de le faire, parce que je n'en ai vu que je dirais les aspects les plus lumineux, les plus charmants. Voilà, moi, mon père, les artistes qui l'entouraient, la famille des Branquignols, c'est un espace, merveilleux. Moi, j'ai fréquenté Louis de Funès, Michel Serrault, Jacques Rouland, l'univers Pierre Tchernia, tout cet univers-là est l'univers de mon enfance et par mon père et par ma mère. Donc il était légitime que je sois tenté et là-dessus mon père était terrible. Donc j'ai envie de dire merci papa, même s'il ne m'a jamais dit les choses directement, mais quant à la pression psychologique qu'il a pu faire sur moi là-dessus. Alors Yves, nous sommes en 2023. Oui. Comment vous pourriez en quelques mots présenter votre père à quelqu'un d'un petit peu plus jeune qui nous écoute, qui nous regarde et qui ne saurait pas bien aujourd'hui qui est Gérard Calvi? Bien sûr. Alors, mon père, il est né dans le classique. Il est né dans l'idée que on devait travailler ça, que c'était sérieux. Et puis, il se trouve qu'à l'époque, le conservatoire de musique de Paris était conjoint, en tout cas pour le déjeuner et la cantine avec le Conservatoire national d'art dramatique, et que les artistes des deux côtés sont rassemblés. Alors, mon père a toujours raconté cette histoire que je crois est vraie, c'est qu'un jour, ils sont allés avec des copains musiciens chercher les comédiens et dire « mais pourquoi on n'est pas à la même table ?» Et l'histoire des Branquignols, de Robert Derry, et donc finalement des gens qui vont faire rire les Français,
et à qui ils vont faire reprendre un souffle après-guerre, puisque c'est le premier rire d'après-guerre, hein, le rire des Derry et des Branquignoles, est né là-dedans avec des tas de musiciens et d'artistes. Donc on croise Francis Blanche, avec qui mon père écrira ses premières musiques et qui est lui aussi un des inspirateurs des Branquignoles, et toute cette équipe qui va constituer en fait la grande respiration du rire exigeant de l'après-guerre pour les Français. Oui. Yves, donc le musicien classique est devenu un compositeur de musique dite légère. Voilà, qui a bifurqué à un moment donné. Alors, on va en reparler. Je voudrais, pour commencer notre entretien, vous montrer un petit témoignage de quelqu'un qui, lui aussi, a très bien connu votre père, à mon avis, vous aussi, et qui le présente à sa façon. Avec plaisir. Écoute, moi, les premières œuvres que je fais sont d'abord des œuvres de télévision, hein. Des téléfilms ou des émissions de variété à scénario avec une base musicale. Et là, on trouve un nom qui m'a accompagné si longtemps et qui m'accompagnera encore, je l'espère, c'est Gérard Calvi. C'est-à-dire que à mes tout débuts à la télévision, je fais la connaissance des Branquignoles. Les Branquignoles de Robert Derry et Colette Brosset, il faut jamais oublier Colette. Les Branquignoles a été une révolution dans le théâtre comique français, mais c'est l'époque, ce sont les années qui suivent la Libération, où tout est en train de naître, de renaître, de se créer. Et les Branquignoles, Robert Derry a écrit ce spectacle plusieurs années avant, quand il était au conservatoire. Ça s'appelait Les Gaufrettes. Et au conservatoire, il se lie d'amitié à la cantine du conservatoire pendant l'occupation. Il paraît qu'on y bouffait vraiment peu de choses et très mauvaises, mais l'amitié permettait d'oublier un peu la nourriture, et il s'est lié d'amitié avec Gérard Calvi. Gérard Calvi, qui faisait ses études musicales, faut pas oublier qu'il est prix de Rome, et c'est ça la force de Gérard, c'est que il est le roi des musiques de dessins animés, des musiques gaies, des musiques qui utilisent plein de timbres bizarres pour créer un monde particulier, mais il est aussi tout à fait capable, s'il me prenait l'envie d'écrire un film qui serait la parodie d'un grand musicien romantique, eh bien il me ferait une parodie de musique romantique d'une qualité d'harmonie et de contrepoint totalement bonne. Donc il va faire Branquignol. Moi je fais connaissance de Derry, je suis émerveillé parce que c'était un monde qui me plaisait tout à fait. Et petit à petit, je vais travailler avec Robert à la Belle Américaine. La musique va être de Gérard Calvi. Allez France, la musique va être de Gérard Calvi. Et puis ensuite, je me mets à travailler avec René Goscinny à des dessins animés d'Astérix. Qui est-ce qu'on va chercher? C'est encore Gérard. Oh bah écoutez, Pierre Tchernia, je crois que c'est vraiment alors lui qui est journaliste à l'origine. Il est une forme de clé de voûte entre toutes ces familles. Et elles vont coexister dans le cinéma de Tchernia, dans les émissions de télévision de Tchernia consacrées au cinéma avec Jacques Roland, qui était co-présentateur avec lui. C'était aussi un couple de travail tout à fait étonnant, ces deux-là. Bah, tout ce qu'il vient de dire est parfaitement vrai et oui, enfin, c'est touchant et c'est émouvant pour moi de l'entendre. Est-ce que de temps en temps votre père lâchait la musique, lâchait le travail, ou c'était son quotidien permanent avec tous ces gens-là qui allaient, qui venaient? Alors, je pense que c'était son quotidien permanent, mais il se trouve que cette équipe-là, ils se voyaient, ils dînaient ensemble, et il y a eu un truc très particulier, c'est qu'on a passé des années de vacances ensemble. Tout ce petit monde vivait ensemble pendant l'été, c'est-à-dire que on se retrouvait au même horaire sur la plage, on déjeunait d'un plateau à la piscine tous ensemble. À 18h, on avait pris notre douche, on allait jouer aux boules ensemble avec nos parents, et le soir, chacun s'invitait les uns les autres, et vous aviez en effet Serrault, Jean Richard, Jacques Legras, Jacques Rouland, des producteurs de théâtre, il y en a qui n'ont fait que passer. Jean-Pierre Cassel a eu un appartement, il l'a revendu très rapidement. Ah oui. Louis de Funès passait De Funès était bien entendu là-bas, j'ai des souvenirs avec De Funès. Je le vois encore en train de marcher sur le port, tout seul, les mains dans le dos. Il réfléchissait. Louis était plus un solitaire, bien entendu, mais en revanche, il avait un vrai lien avec cette équipe. Ils ont démarré ensemble, il adorait la musique, il était lui-même pianiste, enfin, voilà. De Funès est un branquignol de la première heure.
comme Jacqueline Maillan. Enfin, je peux pas tous les citer. Ouais, parce que Micheline Dax. Micheline Dax. Alors, c'était absolument incroyable. Et donc, on a passé les vacances ensemble. Ça a créé des liens entre les enfants. Enfin, Jean-Pierre Richard, le fils de Jean Richard, est un de mes meilleurs amis. Moi, j'ai une vision de cette équipe-là et de Tcharnia et de tous ses amis très présente, très affectueuse et enfin, c'est Très familial. Oui, c'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Ouais. Il y a quelques minutes, Yves, vous nous disiez que la formation de votre père et de tout ce qui s'était passé avant dans la famille, c'était classique. Ah oui, c'est classique. Entre guillemets, ça rigolait pas trop. Non du tout. Et il y en a un qui a donc décidé de bifurquer. Et alors, il y a quelques années, à la SACEM, pas très loin d'ici, j'ai déjeuné avec deux personnes, avec Pierre Delanoë et avec Gérard Calvi. Et ensuite, on a discuté. Non. Et je voudrais vous montrer ça. Alors donc, j'ai tout de suite été embarqué dans le théâtre. Dans le théâtre, dans la musique de film. Bon, alors, Christian Jacques, beaucoup d'autres, etc. Ouais, exactement, etc. Bon, très bien. Mais ce qui est amusant, c'est que quand je racontais à mes amis du conservatoire ce que je faisais, ce que je voulais faire, ils me regardaient avec des yeux en disant... Tu comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Du cinéma, de la musique de film? Ah, oui. Ah bon? Oui. Ah oui. Ah bon? Bon, oui, tu peux. Oui, peut-être, oui. J'ai dit oui, puis de temps en temps, je fais un petit morceau, un petit peu de jazz. De quoi? Ben oui, du jazz. Ah, tiens, ça t'intéresse? Ben oui, j'ai dit Duke Ellington, ça me passionne même. Ah oui. Bon, dans ma génération, j'ai un petit peu amené cette notion il n'y a plus de frontières dans la musique. Il n'y a plus de frontières dans la musique. C'est intéressant ce qui se dit là. Et ce que vous... Enfin, je parle de lui à la troisième personne, ce que vous dit mon père. C'est mieux que de dire ce que vous dit Gérard Calvi. Donc, ce que vous dit mon père là correspond à son état d'esprit. Il a trouvé une équipe. En revanche, pour lui, c'était vraiment quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que la musique, même dite légère, et lui qui a composé beaucoup dans un univers qui est un univers de rire, voilà, que ça soit Astérix et Cléopâtre, enfin, les films avec Lady Di, les films avec De Funès, c'est sérieux. C'est un métier sérieux. Et plus la musique se veut légère, plus il faut qu'elle soit construite, écrite avec, voilà, c'est précision, rigueur. Et moi qui ne lis pas la musique, hein, je suis la catastrophe de la famille. Je l'ai vu faire ça et même ses orchestrations avec un engagement total. Ah ouais. Il y avait rien qui était laissé au hasard, même si ma mère m'a toujours expliqué que il rendait sa musique un peu tard. Ce qui explique que j'ai vu des copies qui séchaient dans les escaliers de la maison. Yves, en conclusion, qu'est-ce qui reste de Gérard Calvi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez majoritairement de son œuvre, de son action? Eh bien, je vais vous répondre par une vidéo qui m'a été envoyée par une amie récemment. Elle a enregistré avec son téléphone portable une petite fille en Algérie, ravissante, de 6-7 ans, qui, sur son téléphone, écoute la chanson du gâteau empoisonné dans Astérix et Cléopâtre. Et elle chante en français parfaitement les textes de Goscinny, ou peut-être de Tchernia, enfin je ne sais pas, et la musique de mon père. Donc sa musique est vivante. Voilà. Sa musique est globalement moins jouée aujourd'hui, moins reconnue, mais tous ces thèmes ont traversé les générations. On connaît la musique de l'œuf, on ne sait pas que c'est la musique de l'œuf. On chante le gâteau empoisonné. La musique d'Astérix, ça n'a rien de déplaisant pour les films extraordinaires qui ont été faits depuis, mais ils sont marqués, c'est pam 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 pam, et tout le monde connaît ça. Donc évidemment, sa musique vit d'une façon ou d'une autre. Et moi, voir une petite fille de 6-7 ans en Algérie qui maîtrise le français et qui chante le gâteau empoisonné, je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Donc sa musique est vivante. C'est l'essentiel, non? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Yves, vous avez 18 000 choses à faire aujourd'hui. Il est peut-être l'heure que je vous libère. Et merci 1000 fois d'avoir pris ce temps pour nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de partager les moments avec vous autour de la musique de mon père. À très bientôt, Yves. À bientôt.
Avant de nous quitter pour aujourd'hui, nous voudrions, Adriane et moi, vous remercier, mais alors très chaleureusement, pour les formidables commentaires que vous avez laissés sur l'émission du mois dernier dans le cadre de l'hommage à Bertrand Tavernier, à l'occasion des 2 ans de sa disparition. Alors vous allez me dire, pourquoi vous nous parlez aujourd'hui de Bertrand Tavernier devant la magnifique affiche originale, je le précise, de l'homme au colt d'or? Eh bien, c'est simplement parce que, avec ses nombreuses casquettes, il y a un exercice dans lequel Bertrand Tavernier excellait. C'était l'art de nous raconter, de nous analyser, de nous décrypter les grands films qu'il aimait, et particulièrement les westerns, dans le cadre de ces coffrets dont vous avez sûrement entendu parler, les coffrets encyclopédiques western de légende. Alors revenons un tout petit peu en arrière, l'aventure avait commencé parce que Tavernier, il en enregistrait des dizaines de bonus pour cette collection. Il y a quelques années donc, c'était avec ce gros coffret, très gros, très lourd, parce qu'il y a les 2 volumes de l'encyclopédie du western signé Patrick Brion, des photos de films, et surtout 30 DVD, 30 films qui étaient magnifiquement présentés, vous voyez, c'était comme ça, l'éditorial d'Alain Carador, qui est l'initiateur, un formidable éditeur de films et cinéphiles passionnés à qui on doit cette collection, et vous voyez, au fil des pages, on se balade dans l'histoire du western, avec les affiches originales, avec un résumé, et avec toujours quelques commentateurs avisés pour nous donner le meilleur, la quintessence du film. Et d'ailleurs, c'est Tavernier qui présentait L'homme au colt d'or d'Édouard Dmytryk, dont vous voyez l'affiche ici. Parmi les autres commentateurs, n'oublions quand même pas Patrick Brion lui-même, la voix merveilleuse du cinéma de minuit. Il y avait également François Guérif, grand connaisseur du cinéma américain, et également le réalisateur Yves Boisset, grand cinéaste, mais grand cinéphile également, qui avait sa place. Et alors, encore merci mon cher Alain Carador, parce qu'après le succès de ce premier coffret, il vient de nous offrir le tome numéro 2, avec cette fois-ci encore 20 films, mine de rien, présentés de la même façon, avec les mêmes intervenants, dont Bertrand Tavernier, et alors en plus, à l'intérieur, vous avez ici, et ça c'est vraiment une idée géniale, eh bien regardez, les reproductions des affiches originales des 20 films qui sont dans le coffret. Alors ça va des aventures du capitaine Wyatt, avec Gary Cooper, à L'homme de la plaine, avec James Stewart, à El Perdido, j'adore ce film, Rock Hudson, Kirk Douglas, vraiment de grands, très grands classiques, Willy Boy avec Robert Redford, qui est un film beaucoup moins connu à découvrir, et puis Randolph Scott, et même le western d'Elvis Presley, le célèbre Flaming Star, le rôdeur de la plaine, qu'il faut absolument avoir vu, et où Elvis Presley était extrêmement convaincant. Les 2 cavaliers de John Ford avec Stewart et Richard Widmark, enfin, vous voyez, on ne se moque pas de nous, hein, c'est vraiment du beau travail, et je vous assure qu'il faut revoir tous ces films, d'abord pour le plaisir si vous aimez les westerns, mais pour les commentaires de Bertrand Tavernier, qui souvent sont aussi passionnants et intéressants que le film lui-même. Voilà, si vous aimez les grands westerns hollywoodiens, ces 2 coffrets ont vraiment été faits pour vous. Et c'est devant la magnifique affiche du film Bandolero, ce qui nous permet par la même occasion de rendre un hommage bien légitime et bien mérité à la comédienne Raquel Welch, qui nous a quittés récemment, que nous allons maintenant prendre congé. Mais oui, alors non sans vous avoir recommandé évidemment d'aller voir un maximum de films en salle dans les semaines qui viennent, et en ce qui concerne le programme d'aujourd'hui, likez encore plus que d'habitude, commentez encore plus que d'habitude, nous vous répondrons, et partagez encore plus que d'habitude, évidemment ça nous fait toujours très plaisir. Dernière petite chose pour vous dire que le mois prochain, avec le cinéaste Robin Davis, il sera beaucoup question de ce film, cet excellent polar français, La guerre des polices, qui était invisible depuis plus de 20 ans, et grâce à l'éditeur ESC, eh bien on peut enfin avoir, en VOD bien sûr, mais aussi en Blu-ray et en DVD, enfin une copie avec un nouveau master de La guerre des polices. On en parlera beaucoup la prochaine fois. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Bye!